Voilà, donc on va commencer ce workshop. Merci beaucoup Hervé d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous pouvez la trouver, vous voyez nos noms, même sur le live stream, tout le monde voit nos noms. Donc Hervé Delafont, sur le live stream, vous la voyez en plein milieu. Elle est en plein milieu tout en haut. Hervé Delafont qui va animer donc ce workshop aujourd'hui. Vous pouvez trouver aussi plus de détails sur notre site internet et vous pouvez même découvrir, on a mis je crois un lien de toute sa vie qu'on a trouvé sur Wikipédia. Hein. C'est sûrement pas très exact, mais en tout cas, on a. Non, je n'ai pas regardé, donc je ne sais pas si c'est exact. Tu n'as pas regardé, mais en tout cas, on s'est bien informé sur toi juste avant, même si moi, j'en savais déjà assez. Et bah, du coup, Hervé, je te laisse la parole. Bon, donc je m'appelle Hervé Delafont. Je suis né au Vietnam, à Adong, très précisément, près d'Hanoï. J'ai donc 76 ans et je ne suis pas retournée au Vietnam. Je suis retournée au Vietnam il y a 3 ans. C'était un cadeau d'anniversaire de tous mes amis et ça a été un moment très, très fort pour moi et très émouvant. Je fais de l'impro de toute manière dans mes ateliers, dans beaucoup de pièces. J'ai fait les matchs d'impro pendant des années et des années et je suis championne du monde d'improvisation. Enfin, mon équipe était championne du monde. Hein. Quand on a battu les Québécois, je ne sais plus en quelle date, 85, un truc comme ça. Et puis, je fais beaucoup de théâtre de rue. Et dans le théâtre de rue, on fait particulièrement du théâtre de rue à main nue, où là, l'improvisation est essentielle. Donc, je vous en parlerai un petit peu aussi parce que c'est lié, si vous voulez. Donc, les matchs d'impro, je ne sais pas si c'est ça que vous faites, vous. Je pense que vous savez ce que c'est que les matchs d'impro. Ça a été inventé par Yvon Leduc et Robert Gravel. Et ils ce qui a été le cas tout de suite. Et ça a permis de découvrir, je ne sais pas si vous les connaissez, mais toute une pépinière d'acteurs sur Saint-Quentin-en-Yvelines, qui étaient dont Jamel Debbouze, Omar Sy, Sophia Aram. Enfin, ça a déclenché énormément de vocations sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ça perdure. Hein. C'est un certain Papy qui était notre élève qui s'occupe de ça et ça marche très très bien. Donc voilà, alors l'improvisation c'est très compliqué parce qu'il faut faire 3 actions en même temps. Hein. Il faut écouter, bien sûr, ça c'est très très important et on oublie souvent d'écouter. Il faut écouter, il faut faire avancer l'action, absolument, que ce soit en match d'impro ou pour autre chose. Hein. Il faut toujours faire avancer l'action et puis il faut essayer de surprendre. Donc, ça veut dire que dans la tête, on a trois trucs en même temps qui se tricotent et parfois, on a une idée super, donc on la sort, mais on a oublié d'écouter, donc on est en décalage. Ou, voilà. Donc, pour être à peu près, avoir des bases solides, il faut suivre trois concepts obligatoires. Il faut savoir qui on est, il faut savoir quoi on fait et où on est. Ça, quand on a ces 3 choses-là, on peut improviser tant qu'on veut. Alors, qui on est, c'est très important. Dès que vous savez qui vous êtes, je ne sais pas, votre place dans la société, votre fonction, votre caractère principal, vous pouvez improviser longtemps. Alors, moi je triche, hein, je prends des gens, enfin, je triche. Je vous conseille de prendre des gens que vous connaissez. Par exemple, moi, j'ai toujours joué, toute ma vie, j'ai joué ma mère, hein, qui était une femme très antipathique, très cassante, très drôle en même temps, mais vraiment, et donc très souvent, je joue ma mère. Et ça, c'est très simple, parce que je la connais par cœur, je connais tous ses défauts, je sais à quel point elle peut être méchante et tout, et donc je peux improviser, je sais toujours comment elle va réagir, toujours, parce que je l'ai quand même pratiqué pendant 20 ans, hein, voilà. Un petit peu moins, parce que je l'ai quitté plus tôt. Donc, quel que soit le personnage que vous devez jouer, essayez de prendre quelqu'un que vous connaissez. Vous devez jouer un prof, prenez un prof
que vous aimiez ou que vous détestiez, peu importe, mais que vous connaissez suffisamment pour pouvoir préjuger de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire, de comment il va réagir. Si vous devez jouer un commerçant, prenez un vrai commerçant que vous connaissez. Hein. Même si vous devez jouer un quincaillier, si vous connaissez un boucher qui est très très bien, prenez le boucher. Hein. Et c'est toujours plus facile de se calquer sur quelque chose de réel. Voilà. Après, si vous pouvez ajouter à votre personnage un petit tic, ce que Brecht appelle un gestus, c'est-à-dire un geste ou un truc qui revient, ça c'est encore mieux parce que le public va repérer tout de suite qui vous êtes par ce petit geste ou ce petit tic ou ce petit truc qui revient. Voilà. Ensuite, quoi? Alors, quoi? Il faut toujours des choses très simples. Très, très simples. Il faut une seule idée, en tout cas de départ, hein, parce qu'une impro, ça va beaucoup se modifier, surtout quand on joue avec des gens qu'on ne connaît pas, comme en match d'impro, on joue une mixte. Et ben, quand je dis mixte, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que les deux équipes jouent ensemble, hein, sur le même thème, mais sans se concerter. Donc, il y en a un, les jaunes qui proposent qu'on soit au pôle Nord, et les bleus qui proposent qu'on soit aux Caraïbes. Hein. Après, il va falloir mélanger les deux. Hein. Oui. Hervé, je me permets juste de te dire, en fait, de te donner là les têtes que je vois. Je crois que la plupart, je crois, hein, peut-être je me trompe, mais la plupart font partie de la LIFA, qui est la Ligue d'improvisation francophone d'Asie. Et en fait, c'est une ligue qui s'est montée il y a 3 ans. Donc, en fait, ils pratiquent tous le match d'improvisation des amateurs. D'accord. Du coup, Okay. tu peux rentrer dans le détail avec les mots. Je pense qu'ils comprendront. Donc, il faut au départ toujours un axe simple, très simple. Mais vous verrez dans la rue aussi, quand j'en parlerai tout à l'heure, il faut toujours un axe très simple. Et puis, une seule idée. C'est très difficile en improvisation, mais même souvent en théâtre. Hein. C'est bien d'avoir une seule idée. Une seule idée. Par exemple, on a fait une action à Besançon il n'y a pas longtemps. Hein. On avait un seul axe, une seule idée. C'était une phrase de Tchekhov, enterrer les morts, réveiller les vivants. Et donc, on a joué cette seule et unique idée, et c'était très fort, parce que c'est une action qu'on a fait à 200, sans aucune répétition, rien, simplement un scénario très détaillé où tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Mais il n'y avait qu'une seule idée, pas 36 milliards, une seule. Donc ça, le quoi, c'est très important d'avoir un axe principal et de savoir qu'est-ce qu'on fait. Dans les matchs d'impro, c'est toujours un départ. Enfin, quand on est en comparé, ça, alors là, il faut avoir plus qu'un point de départ, mais en mix, il faut que ce soit très ouvert. Donc, il faut que ce soit juste un tout petit point de départ, pas trop compliqué, et quitte à l'abandonner très vite d'ailleurs. Si on voit que l'équipe d'en face a une bien meilleure idée que ça arrive souvent. Hein. On arrive avec une idée, je suis un pingouin au pôle Nord, puis, ah, il y a l'iPhone de Jérémy qui fait des siennes. Donc, il ne faut pas s'accrocher au point de départ. C'est bien d'en avoir un, auquel peut-être vous allez pouvoir revenir au cours de l'impro, mais il faut. Oh là, je ne sais pas, moi j'entends très fort des klaxons d'un certain Jérémy, mais bon, c'est pas grave. Donc, après le où, il faut savoir où on est, toujours. Alors, là, c'est pareil que qui. Si vous devez être en classe, ce n'est pas dans une classe, c'est dans votre classe. Hein, une classe que vous connaissez. Moi, je prends toujours ma classe de lycée de Lille, où j'étais en première. Ce qui fait que quand je rentre, je sais où est la porte, je sais où est le prof, je sais où est ma place, je sais où sont les fenêtres, je sais tout parce que ce n'est pas une classe comme ça, c'est ma classe. Alors, le public n'a pas à le savoir, mais moi, je le sais. Ce qui fait que quand je rentre dans cette classe, je sais exactement où me diriger. Je sais exactement où est le tableau, je sais exactement tout. Voilà. Et c'est pareil pour, je ne sais pas, vous devez être dans un marché, prenez pas un marché en général, prenez le marché que vous connaissez. Moi, je prends toujours le marché de Pamiers parce que je le connais très bien, je l'aime beaucoup, et je sais, en arrivant, il y a la marchande de poulet, en face, il y a le marchand de saucisses, après, il y a le marchand de fromage. Ce qui fait que quand je dois me déplacer dans ce marché, je sais exactement où je vais et je sais exactement où sont les choses. Donc, je suis à l'aise. Donc, c'est comme le qui, plus c'est quelque chose de déterminé, plus
plus c'est simple. Je dois jouer dans une mairie, ben c'est la mairie d'Audincourt, parce que je travaille à Audincourt, dans le Doubs. Hein. Je prends cette mairie-là, parce que là, c'est pareil. Quand je rentre dans la mairie, je sais où se trouve le bureau du maire, où se trouve le bureau du premier adjoint, etc. Je sais l'adjoint des sports et tout. Je sais où ils sont. Et donc, je peux me diriger assez facilement. Voilà, c'est pour, comment dire, c'est pour désencombrer la tête. Parce qu'en impro, c'est très important que, comme on a énormément de choses à faire en quelques secondes, il faut que la tête, elle soit dérangée, débarrassée de trucs compliqués comme où est-ce que je suis. Or, c'est très, très important de savoir où on est. Alors, ensuite, nous, bon, pour parler des matchs d'impro, donc on a fait beaucoup de matchs d'impro, hein, on s'est ratatiné pendant très très longtemps, puis après on a fait des progrès, on se préparait et quand on a fait des championnats, parce qu'on a fait des championnats au Québec, en France, en Belgique, en Suisse, etc. Là, on voulait gagner absolument. Et donc, on avait mis des stratégies en place. Hein. Par exemple, on avait ce qu'on appelle les tomates provençales. Les tomates provençales, c'est un nom idiot, c'est moi qui l'ai donné. C'était un nom de code complètement crétin. C'est pour que les autres ne puissent pas comprendre ce qu'on était en train de faire. Les tomates provençales, ça veut dire qu'on prépare d'avance des choses qui vont venir d'une manière récurrente. Par exemple, vous êtes régulièrement à table. Donc, si on doit être à table, hop, 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 les parents seront là, les enfants seront là, etc. Donc ça, on le sait d'avance, donc on ne cherche pas, on ne perd pas de temps, hop, on sait comment on dessine la table, on sait comment on se tient et on sait où sont les parents, les enfants. Vous avez les enterrements, vous avez dans la voiture, par exemple, qui a un volant, qui est à côté, etc. C'est-à-dire, c'est des schémas qui reviennent très, très souvent et donc, nous, pour gagner du temps, pour ne pas perdre de temps en se trompant, tu fais quoi non, voilà. Nous, on savait d'avance qui faisait quoi et où on était. Ça s'appelait les tomates provençales. C'est une petite tricherie de merde, mais qui était quand même très, très, très commode. Et puis après, on a, selon les circonstances, moi je me souviens d'un championnat du monde au Québec où les Belges, euh, comment dire, ils suçaient à la roue. C'est-à-dire, quand on faisait des mixtes avec les Belges, ils attendaient que nous, on construise, nous les Québécois ou les Suisses ou nous les Français, hein, ils attendaient qu'on construise tout, on faisait tout le boulot de construction, et eux, hop, ils lançaient des petites blagues, et ce qui fait qu'ils gagnaient le point à la fin, parce que ça faisait rire tout le monde. Et eux, ils ne se fatiguaient pas à faire avancer l'impro. L'impro avançait sans eux, hein, complètement. Eux, ils suivaient, mais ils se laissaient faire. Et donc, on s'est dit, mais c'est pas possible. Ils gagnent le point à chaque fois parce qu'ils ne font qu'une seule chose, c'est de penser aux punchlines qui vont dire pour faire rire tout le monde et avoir le point. Donc, nous, on a institué une stratégie. On a dit, puisque c'est comme ça, on va rentrer sur la patinoire et on ne dira rien du tout pendant très longtemps. Et en fait, c'est pas mal hein, de rentrer et ne rien dire du tout. C'est-à-dire regarder l'adversaire, pas l'adversaire, oui, celui avec qui on joue, et essayer de deviner ce qu'il va dire, attendre qu'il parle, c'est-à-dire, parce que ça c'est toujours dur, hein, les premières paroles, et donc laisser les autres parler et construire par toutes petites touches qui on est et qu'est-ce qui se passe. Et ça, en fait, c'est une méthode qu'on a gardée après parce qu'elle est permet de très bien construire. C'est-à-dire, parce que souvent, on rentre sur la patinoire et paf, on dit ah voilà, je suis la directrice, je suis votre directrice, et on est là, on est là, on est là, on est là. Et puis après, on est tous décontenancés parce qu'en face, c'est pas la même chose, etc. Alors que si on rentre très calme, qu'on ne dit rien du tout, qu'on regarde et qu'on construit par toutes petites touches, eh bien, on va en général beaucoup plus loin. Donc ça, c'est un truc dont on s'est servi beaucoup. Je vous dis, au départ, c'était pour battre les Belges, qu'on a battu d'ailleurs. Mais après, c'est quelque chose dont on s'est resservi. Mais toujours la même chose. Il faut rentrer en sachant, sur la patinoire, il faut rentrer en sachant qui on est, où on est et pourquoi on est là.
Après, ça se modifie, hein, dans les mixtes, ça se modifie énormément parce que c'est pas du gâteau. Hein. Je sais qu'on doit toujours dire oui. Hein. On doit toujours dire oui, ça c'est la règle, on doit toujours accepter ce qui est proposé, mais ce n'est pas une règle absolue. Hein. On peut dire non, mais il faut le justifier. Si on dit non, bien sûr que on a le droit de dire non. On a le droit de refuser. On a le droit, par exemple, en face, il m'appelle Marcel, je dis, écoute, je t'ai toujours dit que je détestais Marcel. Je m'appelle Marcel, je m'appelle Hervé, hein, ou je m'appelle Josiane, peu importe. On a le droit de dire non, mais il faut le justifier. Il faut que ce soit justifié. Et donc, c'est pas mal parce que ça met un conflit dès le début, parce que les conflits, c'est bien, hein, c'est même très recommandé, très recommandé. Toutes les impros, c'est des conflits. Hein, c'est des conflits. Mais tout le théâtre, c'est des conflits. Il faut toujours qu'il y ait un conflit plus ou moins gros. Hein. Il peut être très gros, comme il peut être tout petit. Comme je sais pas mon prénom, non, je t'ai toujours dit que j'aimais pas celui-là. Ça, c'est tout petit. Mais c'est quand même un conflit. Et pour que ce soit intéressant, il faut un conflit. Il faut pas forcément des engueulades, mais des conflits. Ça ne veut pas dire qu'on se tape dessus, mais ça veut dire il y a quelque chose qui est un petit peu tordu. Sinon, l'impro, elle est plate, complètement plate, comme disent les Québécois. Donc, voilà. Alors, après, le gros danger dans les improvisations, c'est que c'est l'inconscient qui parle. Et ça, il faut faire très attention, parce que si votre inconscient est chargé de trucs merdeuses, c'est des choses merdeuses qui vont sortir. Hein. Parce que comme ça va très vite, les impros, il y a l'inconscient, parce qu'on n'a pas le temps de vraiment réfléchir. Donc, il y a l'inconscient qui va vous sortir des trucs plus ou moins indésirables. C'est pour ça que quand on se prépare, nous, on se disait ça dans notre équipe, il ne faut pas faire les cons. Parce qu'on s'était aperçu qu'en faisant les cons, et on était entre nous, on s'entraînait, donc ce n'était pas grave. Sauf que si, parce que notre corps, il enregistre les conneries qu'on est en train de dire et il va les ressortir. Donc, je vous donne deux petits exemples. Un qui vient de la vie. Je connais quelqu'un qui était un con, on finit. Donc, c'était un conte, le conte de Roquefeuille. Et donc, on disait toujours ce con de Roquefeuille, pas ce conte, mais ce con de Roquefeuille. Et son neveu voulait l'inviter au mariage de sa fille. Et sur l'enveloppe, il n'a pas écrit comte de Roquefeuille, il a écrit con de Roquefeuille, ce qui a fait un scandale épouvantable. Mais parce que son corps avait toujours entendu ce con de Roquefeuille, et donc au moment d'écrire, son corps a écrit ce qu'il avait enregistré. Parce que je pense que le corps, ce n'est pas seulement la tête qui enregistre, c'est tout le corps. Je vais vous raconter un autre truc pour vous dire à quel point le corps enregistre des choses et a une mémoire infernale. Donc, je suis née au Vietnam et j'ai été élevée par une nounou, Thi Hai, qui a été torturée par les Japonais. On était à ce moment-là, les Japonais avaient envahi le Vietnam du Nord, et puis il y avait la révolution qui commençait. Donc, on s'était réfugiés, nous. Mon père était emprisonné à la citadelle. On s'était réfugiés, toute ma famille. Moi, j'étais bébé. Hein, on s'était réfugiés dans l'école des petits frères, qui est pas très loin de la citadelle d'Hanoï. Et là, ma nounou, Thi Hai, comme je crevais de faim, mais vraiment tout le monde crevait de faim, mais moi, c'était visible, c'était terrible, il me restait quelques jours à vivre. Elle m'aimait beaucoup, Thi Hai, donc elle est allée voler la nourriture chez les Japonais. Elle s'est fait prendre et les Japonais l'ont suspendue par les pouces au grand tamarinier qui était au fond du jardin dans l'école des petits frères. Et ça a duré toute la journée. Et toute la journée, elle hurlait, moi j'étais en bas et je hurlais et je mangeais des graines de tamarinier. Et quand j'avais 7-8 ans, voilà, mais moi j'ai quitté le Vietnam, j'avais 2 ans et demi, hein, j'étais toute petite. Hein. Et cette histoire, je devais avoir 1 an et demi, 2 ans, puisque c'était en août 1944 et que les Japonais étaient encore là et que la bombe d'Hiroshima n'avait pas explosé, puisqu'ils étaient encore là.
Donc, vous voyez, j'étais très, très bébé. Et vers 7-8 ans, j'étais constipée. Ma mère me donne des graines de tamarinier pour aller, comme on dit. Et j'éclate en sanglots. Et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et tout le monde se dit, mais pourquoi elle pleure comme ça? Mais moi-même, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Je pleurais comme une madeleine, mais je ne savais pas pourquoi. Et tout d'un coup, mon frère a dit, oh là là, Tiaï. Mais parce que toute la journée, j'avais bouffé des graines de tamarinier, ce qui fait que le fait, quand mon corps a reconnu la graine de tamarinier, mon corps, pas moi, hein, il y avait aucun, ma raison était absente là, mon corps s'est mis à pleurer. Et quand je suis rentrée à Hanoï il y a 3 ans, je ne m'ai pas mis les pieds à Hanoï depuis 72 ans. Hein, on est rentré dans le centre d'Hanoï et tout d'un coup, j'ai vu un grand mur jaune avec une croix au-dessus et j'ai dit c'est là. C'est-à-dire mon corps a reconnu l'endroit où Tihai avait été supplicié. Je vous dis tout ça parce que il faut être très prudent en impro. Il y a des tas de choses qui se jouent dans l'inconscient total et qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, si vous n'aimez pas du tout une comédienne ou un comédien, faites très attention parce qu'en mixte, vous allez lui faire payer. Il faut faire très, très, très... Essayez, mais ça, votre coach n'est pas toujours d'accord, essayez de ne pas, en tout cas, de ne pas prendre une impro où vous allez être contre cette personne. Parce que votre inconscience va vous faire sortir des choses vraiment que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas dans l'impro et qui viennent de notre passé, qui viennent de notre inconscient, c'est notre matériau, hein, notre inconscient, notre mémoire affective, il y a complètement de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, il faut faire très attention. Donc, je reviens à ce que je disais. Excusez-moi, je suis fouillis. Quand on s'entraîne, il faut faire attention de ne pas faire les cons. Parce que ça fait plaisir, on est content de retrouver toute l'équipe, donc on rigole, on fait les imbéciles, on appelle quelqu'un trou du cul toute la matinée, etc. Sauf que le trou du cul, il va se retrouver en match d'impro parce qu'on l'aura tellement appelé trou du cul qu'il va ressortir. Et donc, il faut faire très attention même si c'est pour notre plaisir à nous, de l'équipe qui se retrouve, qui s'entraîne, etc., faites très attention de ne pas faire n'importe quoi. Le corps, pour moi, le corps a une mémoire incroyable, bien plus puissante que notre esprit. Enfin, je sais pas si on peut démêler les deux. C'est une connerie ce que je viens de dire. On ne peut pas démêler les deux. Mais en tout cas, notre corps, enfin moi l'expérience, les deux, le tamarinier et l'entrée dans un eau, je reconnais, alors que j'avais 2 ans. Hein. Vous imaginez un bébé de 2 ans qui reconnaît l'endroit où, et après on l'a vérifié parce qu'on a fait des tours, etc. Et c'était effectivement l'école des petits frères. J'ai reconnu, tout mon corps a reconnu l'endroit où ma Tihai avait été suppliciée. Donc ça veut dire ça qu'il faut être conscient qu'il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Hein. Et c'est pour ça que aussi il faut faire des exercices pour débloquer les gens. Comment dire? C'est une prise de pouvoir, hein, l'improvisation, surtout les matchs d'impro. C'est une prise de pouvoir. On prend le pouvoir, je ne parle pas des comparés, hein, enfin, on prend aussi le pouvoir dans les comparés, mais dans les mixtes, on prend le pouvoir. Hein, et pas d'une manière brutale, hein, mais on prend le pouvoir. Et les femmes, on a du mal avec ça, parce que toute notre éducation nous apprend à ne jamais prendre le pouvoir. Hein. Ah, on est toujours, c'est moins vrai maintenant, mais quand il y a 20 ans, on a commencé l'impro, toutes les femmes, on était bloquées, mais c'était incroyable. Mais parce que dans la vie, mais les choses ont beaucoup changé en 20 ans, hein, heureusement, heureusement. Maintenant, on a des femmes premiers ministres, on a des femmes chirurgiens, on a des femmes juges, etc. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Donc, mais il reste vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à y aller, quoi, à se débloquer. Et donc, il faut faire des exercices quand on est entre nous, pas forcément que l'équipe, hein, mais quand on est entre nous, j'imagine que vous vous entraînez un peu, que vous faites des exercices entre vous. Et donc, il y a des exercices qui sont pas mal, comme par exemple,
je dois t'imiter Quentin, je joue Quentin. Alors, comme c'est Quentin, c'est pas moi, je me sens beaucoup plus libre. Donc, je peux faire énormément de choses que je suppose que peut faire Quentin, même si c'est pas vrai, parce que c'est plus moi. Et cet exercice, il a l'air de rien, mais ça débloque énormément de gens. C'est qu'on s'imite les uns les autres. Ça permet de faire rire tout le monde, on sait de qui on parle, et puis ça débloque beaucoup de choses. Parce qu'il y en a quand même qui sont tout de suite très très brillants, ben ça vous le savez, hein, qui ont la tchatche, qui ont plein d'idées, qui savent faire des chutes absolument mirobolantes et tout, mais d'autres, ils ont plus de mal, donc il faut faire des exercices qui débloquent. Ou alors, nous, on fait des matchs d'insultes, ça c'est vachement bien aussi, ça débloque bien. Alors, c'est un match comme un match de tennis. Hein. Nous, c'est un spectacle qu'on fait aussi en public. Hein. C'est comme un match de tennis. Vous avez deux adversaires face à face. Ils ont le droit de dire toutes les insultes qu'ils veulent, dont plein d'insultes qu'ils inventent, hein, espèce de barreau de chaise. Donc, ils n'ont pas le droit de se répéter. Ils n'ont pas le droit aux insultes racistes. Ils n'ont pas le droit à toi-même, des trucs comme ça. Il faut vraiment que ce soit des insultes. Et vous allez voir, ça débloque énormément de choses. D'abord, c'est très agréable de traiter quelqu'un de trou de pine ou de tricouillu, ça fait énormément de bien. Et puis, ça, comme tout est permis, hein, j'ai le droit de dire raclure de poubelle, mais j'ai le droit de dire aussi Mireille Mathieu. De la manière où je le dis, ça peut être une insulte. Tout est permis, sauf les insultes racistes, sauf les répétitions et sauf les hésitations. C'est-à-dire il faut que ce soit vraiment tac, tac, tac. Ça a l'air de rien, cet exercice, mais il débloque énormément de gens qui ont besoin, parce que je ne parle pas des gens brillants, parce qu'on en connaît. Hein, nous, comme on était au tout début, qu'on ne connaissait rien du tout, il y en a qui ont mis beaucoup de temps à se débloquer. Après, ils étaient très, très brillants, ça allait, mais c'est comme un bouchon qui saute. Il faut faire sauter ce bouchon, quoi. Et c'est toujours la même chose, hein, c'est la mémoire. Une fois que ces personnes qui sont bloquées ont réussi des impros où ils ont flyé, comme disent les Québécois, c'est-à-dire ils ont fait des choses complètement folles, leur corps s'en souvient et ils pourront le reproduire. Oui, je voulais parler de ça aussi, de flyer. Alors, oui, oui. Hervé, juste, je te préviens, là, on en est à 30 minutes. Du coup, tu voulais aussi nous parler de l'improvisation de rue, tout ça. Voilà, je te préviens au niveau du temps, c'est tout. Ah oui, oui, t'as raison. Je voulais juste dire que, alors je vais revenir sur la rue. Non, je voulais juste dire qu'il faut flyer, c'est-à-dire qu'il faut décoller du réel. Décoller. Vous voyez, par exemple, j'aime beaucoup les romans de Murakami parce qu'ils commencent dans le quotidien, le plus quotidien, et tout d'un coup, le fantastique arrive. Et ça, je trouve ça formidable. Et en impro, c'est formidable de commencer par du très quotidien et tout d'un coup, flaf, on fly, le fantastique arrive. Mais il se base sur du quotidien. Alors, dans la rue, quand on fait du théâtre à main nue, les règles sont les mêmes. Hein. Il faut savoir qui on est, où on est, quoi on fait. Hein. Toujours, on a un but. Toujours, on a un but. Jamais on fait une action sans savoir où on va. Hein. Par exemple, on fait un faux mariage. Avant de jouer, on sait toujours. Alors, on peut improviser parce qu'on sait toujours qui est la belle-mère, c'est moi, l'antipathique, radine, etc. Donc, on sait des choses sur chacun des personnages, ce qui va nous permettre d'improviser, et on cherche quelque chose. On cherche l'église, on cherche la mairie, on change à chaque fois, ça dépend, on cherche le restaurant, on cherche quelque chose. On a un but. On ne se promène pas dans les rues, parce que c'est un spectacle déambulatoire, où on court dans les rues, etc. On cherche quelque chose. Voilà. Par exemple, à Deux Chevaux Théâtre, qui était notre spectacle de rue emblématique, on savait pourquoi on était là. Hein. On était là pour vendre des billets pour 2 personnes qui rentraient dans la Deux Chevaux. Hein. On savait. Et comme on connaissait très bien les autres personnages, leur caractère, leurs caprices, etc., on a pu improviser pendant 20 ans sans se fatiguer, en s'amusant tout le temps, parce qu'on savait le caractère de chacun. Et ça, c'est... Voilà. Alors, dans la rue, nous, on appelle ça le corset qui éclate. Le corset qui éclate. C'est-à-dire, on doit toujours commencer par être vraisemblable.
Donc, on est toujours, pas forcément rigide, mais un personnage très, très normal, quotidien, strict, strict. Et puis, paf, il va éclater. Mais il faut d'abord que le public, il y croit. Il faut qu'il croie à la mariée, il faut qu'il croie au marié, il faut qu'il croie à la belle-mère, il faut qu'il croie. On fait par exemple l'armée de l'art. On est un commando complètement fou dans une ville. On ne le fait plus parce qu'en ce moment, on ne le fait plus. Mais on l'a longtemps fait. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on croie à ces militaires. Donc ils se conduisent comme un vrai commando dans une rue. Donc pareil, ils savent pourquoi ils sont là. On sait, le public ne le sait pas, mais nous on sait. Hein, on doit sécuriser tel endroit, on doit trouver tel truc, etc. Et donc on est strict au début. Il faut que le public y croit. Et puis tout d'un coup, ils font des conneries. Ils rentrent dans un magasin en rampant, par exemple. Tu vois, et ça, le public peut l'admettre s'il a vu des vrais militaires avant. Et là, ils sont scotchés parce qu'ils ont vu des vrais militaires et tout d'un coup, ces vrais militaires font une chose tout à fait anormale. Mais après, on peut faire des choses très très simples dans la rue avec le théâtre à main nue. Par exemple, vous mettez une mariée toute seule. Une mariée toute seule, ça n'existe pas. Une mariée, elle est toujours avec plein de monde autour d'elle. Elle a déjà le marié, la famille, les amis. Au minimum, elle a le marié. Si vous mettez une femme en tenue de mariée, dans le monde entier ça marche, hein, tout le monde connaît le costume d'une mariée, vous la mettez toute seule dans une rue, toute seule, un petit peu triste, tout de suite ça fout la zone dans toute la rue, tout le monde essaie de l'aider, tout le monde. Donc elle ne parle pas, elle ne dit rien, elle ne répond pas aux questions qu'on lui pose, hein, elle ne dit rien du tout. C'est juste, on fait la chose anormale, c'est qu'on met une mariée qui toujours est accompagnée, là on la met seule. Voilà. Et donc, dans la rue, le théâtre à main nue, c'est décaler un tout petit peu quelque chose, mais toujours se baser sur le quotidien et le corset, il éclate. Alors, la mariée, par exemple, le corset éclate, c'est par exemple, vous mettez une deuxième mariée qui arrive. Et là, on voit qu'il y a un gros, gros problème parce qu'il y a deux mariés. Après, vous en mettez une troisième, là, il y a un gros, gros problème. Toujours en silence, sans rien dire. Le public, il décrypte très, très, très bien. Hein. Après, vous pouvez rajouter un marié. Alors là, ça se corse, hein, qui est terrorisé parce qu'il a dit à 3 femmes qu'il allait se marier. Mais on ne dit toujours rien. Mais le public, il décrypte tout. Il comprend très, très bien parce que les costumes racontent des choses très, très fortes et il faut faire confiance aussi beaucoup aux costumes. Mais ça, c'est pour la rue. Hein. Dans les matchs d'impro, ça ne veut rien dire. Mais dans la rue, les costumes, ils sont très forts. Par exemple, vous mettez une blouse blanche, vous allez dans la rue, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Parce que pour les gens, la blouse blanche, ça veut dire que vous êtes un savant, que vous êtes un scientifique. C'est un truc indiscutable. Immédiatement, ils vont répondre à vos questions. Parce que vous êtes quelqu'un de scientifique. C'est pour ça d'ailleurs que dans les pubs, très souvent, dans les pubs, vous avez des gens qui portent des blouses blanches. C'est pour vendre une lessive ou je ne sais pas quoi. Le fait qu'ils aient une blouse blanche prouve qu'ils sont scientifiques, alors qu'ils sont rien du tout, hein, absolument rien. Ils sont comme Quentin ou moi, c'est-à-dire rien. Hein. Mais la blouse blanche raconte. Et souvent, dans le théâtre à main nue, souvent, il faut faire confiance au costume. Nous, on a un spectacle qui s'appelle l'École Saint-Odile. C'est que des femmes de 30 ou 40 ans qui jouent. Mais quand elles ont le costume, les petites jupes plissées, les petits uniformes voilà, tout le monde y croit. Tout le monde y croit. Parce que les gens voient les costumes. Ils ne voient pas les femmes de 40 ans, ils voient les costumes. Et ça, il faut faire une grosse confiance aux costumes. Mais toujours, pareil, le corset qui craque. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit crédible en élève de pensionnat religieux. Et puis après, elles font des conneries, hein, toujours, bien sûr. Mais d'abord, il faut qu'elles soient crédibles. Alors, dernier truc que je voulais te dire, c'est la transparence. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, utiliser la transparence. C'est-à-dire, j'avais un élève qui devait déclarer son amour à une fille. Et il n'y arrivait absolument pas. Mais vraiment, ça, on n'y croyait pas un caramel, c'était lourd, c'était voilà. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Mais réfléchis, qu'est-ce que tu aimes? Quelle est la chose vraiment que tu aimes le plus? Il a dit ma moto. J'ai dit, parle à ta moto. Et donc, moi, le public, il n'était pas censé savoir. Hein.
Lui, il ne savait pas qui parlait à sa moto. Mais lui, il savait qui parlait à sa moto. Et là, on a eu tout d'un coup un amoureux transi, c'était magnifique. C'est ça la transparence. C'est-à-dire, j'arrive pas à jouer tel truc, je trouve un équivalent que je connais bien et qui va me permettre de jouer ça. Hein. Par exemple, je ne sais pas, des choses qui ne peuvent pas vous arriver. Par exemple, la prison. Si vous n'avez jamais fait de prison, vous vous dites, j'y arriverai jamais. Alors, essayez de trouver un truc équivalent où vous avez été enfermé ou bloqué, ou je ne sais pas, à vous de trouver un équivalent et vous jouerez la transparence. Est-ce que je suis claire? Est-ce que je dois arrêter, Quentin, là? Parce que, oui, non, je voulais juste dire, par exemple, pour un dernier point, par exemple, nous, on fait des capuchniks, c'est des spectacles politiques qu'on joue tous les mois. Et par exemple, je fais Trump. Vous voyez, j'ai rien de Trump, hein, mais je me mets une espèce de tablon sur la tête, je fais les grimaces de Trump, tout le public l'admet. Ce qui est formidable dans le théâtre, c'est que toutes sortes de conventions sont possibles. Tout est possible au théâtre. C'est ce que je dis toujours à mes élèves. Et ce qui est formidable dans les impros, c'est que tu inventes tout. Tu es ton auteur, tu es ton metteur en scène, tu es ton décorateur, tu es ton costumier, tu es ton interprète, bien entendu. C'est ce qui est jubilatoire dans l'impro, c'est qu'on est le patron de tout. Voilà. Maintenant, vous pouvez me poser des questions parce que je sens, oh oui, là, il est 37, sinon on n'aura pas le temps de discuter. Alors, j'ai juste Oui. un petit détail à te demander, juste une petite remarque à faire parce que c'est quand même toi, Hervé, qui m'a fait découvrir ça. Et parce que en fait, tout ce que tu viens de dire, je trouve que c'est un peu lié aussi à ce que tu as mis en place. C'est le théâtre d'intervention, que tu as mis ça en place dans plusieurs pays, que je trouve Oui. qu'il y a un projet assez exceptionnel aussi. Est-ce que tu peux nous dire juste deux, trois lignes, parce que je trouve que c'est lié à tout ce que tu viens de nous dire, ce théâtre d'intervention qui est Alors, lié à l'improvisation. ce qu'on a fait dans le quartier de Quentin, parce que il a dit ah mais le théâtre de rue au Vietnam ça n'existe pas. J'ai dit on va quand même faire quelques petits exercices dehors. Je vais vous montrer des trucs avec rien. Comment on peut faire du théâtre de rue. Alors par exemple on était un petit groupe de je sais pas d'une petite quinzaine. Hein. On devait être une quinzaine. On est sorti et j'ai dit vous regardez tous cette fenêtre là et vous bougez pas. Vous regardez la fenêtre. Voilà et longuement. Voilà. Et ben immédiatement les taxis se sont arrêtés, les gens s'arrêtaient parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils regardent? S'ils sont tous là, s'ils sont 15 à regarder cette... Parce que le public, il se fait tout un cinéma. S'ils sont 15 à regarder, c'est qu'il y a quelque chose de tout à fait anormal à cette fenêtre. Et souvent, le public invente. Il y a quelqu'un qui veut se suicider, il y a un meurtre, il y a un monstre, il va y avoir le feu. Enfin, le public, il invente quelque chose. Voilà. Ça, c'est des trucs hyper simples qui est de décaler quelque chose de quotidien. Alors, le décalage, c'est qu'on est plusieurs et qu'on le fait longtemps. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir, Quentin? Les trucs d'intervention, oui, ben, on fait plein de... Oui, on fait plein de choses. On invente... Nous, on décale des trucs, voilà, des trucs tout simples, on les décale. Par exemple, vous faites entrer un aveugle dans une exposition, voilà, ça fout la merde, c'est bien. Et tout le monde se demande qu'est-ce qu'un aveugle vient faire dans une expo. Ou bien ce même aveugle, vous le faites conduire une voiture. Vous voyez la tête des flics, bien sûr qu'il n'est pas aveugle, hein, mais il a une canne blanche, il a des lunettes noires, il a tous les signes de l'aveugle, il rentre en tâtonnant dans sa voiture et après il démarre. Mais les gens, ils sont renversés. C'est des trucs tout simples, tout bêtes. Hein. C'est pas peine de... il ne faut pas chercher des trucs énormes, etc. Il faut chercher des tout petits décalages ou bien vous mettez un flic, il faut avoir un costume de flic, hein, nous on en a, vous mettez un flic qui fume un pétard, voilà, c'est rien que ça, déjà il y a quelque chose qui tout le monde se dit, mais attendez, je rêve ou quoi là? Et voilà, il faut que le public se dise, je rêve ou quoi, et qu'il rentre à la maison en disant, oh tu sais pas ce que j'ai vu un flic qui fumait un pétard, voilà. Nous c'est des tout petits trucs. Tout petit. Bien sûr qu'on fait des théâtres plus compliqués, hein. Je ne fais pas que ça. Là, je parle pas du niveau zéro, mais des trucs qui ne demandent aucun moyen. Enfin, si, le flic, il faut avoir le costume de flic. Mais la mariée, il faut avoir un costume de mariée. Mais c'est quand même pas très, très compliqué d'avoir un costume de mariée. Mais voilà. Et puis, on s'en sert. Oui, ce que je voulais dire, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on est très concentré,
On doit toujours être très concentré quand on joue. Hein. Mais dans la rue, il faut être concentré plus. Et quand on est très concentré, on est plus fort que tout. On peut faire reculer un escadron de CRS. Et je l'ai expérimenté, donc je peux vous dire que c'est vrai. Mais il faut être... parce que on ne peut pas être léger dans la rue, c'est impossible. Mais en impro non plus. Mais surtout dans la rue. Dans la rue, il faut être concentré 4 fois plus que la normale si vous voulez qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de coulisses, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de musique non plus pour prévenir que vous commencez ou que vous arrêtez. Il n'y a rien. Donc, si vous n'êtes pas hyper concentré, les gens... c'est Tabarin qui raconte. Tabarin, c'est un comique du temps de Molière qui était hyper connu, bien plus connu que Molière, qui faisait des sketchs sur le Pont Neuf, et c'était toujours Tabarin, très très vulgaire, et le docteur. Donc le docteur lui dit est-ce que tu saurais faire traverser Paris par une femme nue sans que ça se remarque? Tabarin dit oui, c'est très très simple. Hein. Je mets mon nez dans son cul, on ne regardera que moi. Ça, c'est un truc dont vous pouvez vous servir. Parce que c'est pas. Vous pouvez vous promener nu dans une ville, il y a plein de gens qui ne vous verront même pas. C'est ce qu'on croit, mais non, ils ne vous verront pas. Par contre, si vous mettez votre nez dans le cul de la nénette ou du mec qui est nu, on vous verra. Il faut savoir qu'est-ce qui est visible et qu'est-ce qui n'est pas visible. Et se rendre visible dans le théâtre de rue, c'est très difficile. Se faire entendre et se rendre visible. Mais il faut être hyper concentré. Voilà. Bon. Oui, maintenant, allez-y. Oh oui, 42, là, il faut me poser des questions, là. Oui, et même, on vient de me dire que si vous voulez, on peut avoir un peu plus de temps, si tu as du temps, Hervé. On a le droit de dépasser de 10-15 minutes. Ah bon, bah alors, ça va. Bon, Voilà. ben, commencez les questions, parce que si vous voulez, moi, ça fait, je fais du théâtre de rue depuis plus de 40 ans. Donc, nous, Jacques et moi, on a été les refondateurs du théâtre de rue dans le monde. Le théâtre de rue avait totalement disparu. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, on sait, en France, il a été interdit par Napoléon III parce qu'il y avait le choléra, puis après, il y a eu la commune, enfin, tout ça. Bon, voilà. D'ailleurs, il est toujours interdit à Paris. Hein. Le théâtre de rue est totalement interdit. C'est la seule capitale au monde où on n'a pas le droit de faire du théâtre de rue, sauf à Pompidou. Parce que Pompidou, l'aire de Pompidou est un aire privé. Et donc, il faut bien rester en bas. Hein. Si vous allez sur le haut à Pompidou, vous êtes pénalisé immédiatement. Si vous êtes en bas, là, près de Pompidou, mais là, on a le droit. Sinon, dans tout Paris, il n'y a jamais de théâtre de rue. C'est interdit. Enfin, bref. Donc, nous, ça s'est fait par hasard, comme ça. Il y a un mec qui nous a dit, oh là là, on jouait l'avare de Molière, et il n'arrivait pas à remplir sa salle. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la remplir? Est-ce que vous pouvez faire un truc dans la rue? Donc on s'est dit, on a fait le truc le plus bateau, hein, le faux film, sauf qu'il était vraiment crétin. On mettait les fils là-dedans, enfin, on mettait les micros, on les faisait partir de sous les bras. Enfin, c'était complètement idiot, mais le public ne le voyait pas. Hein. C'est incroyable comme il y a des trucs que le public ne voit pas. Donc voilà, ça n'a pas fait venir une seule personne à l'intérieur de son théâtre, mais ça a fait énormément rire les gens. Et on s'est dit, tiens, tout ce public qu'on ne voit jamais à l'intérieur des théâtres, il est là et on peut s'amuser avec lui. Et donc ça a redémarré comme ça. Et puis en 74, il y a un mec, Jean Digne, un mec très très important, qui a eu l'idée de rassembler les quelques personnes qui faisaient du théâtre de rue en France à Aix-en-Provence. Il a appelé ça Ex-Ville ouverte au saltimbanque. Et on s'est retrouvés. Et avec énormément de surprises, on a vu que d'autres personnes faisaient du théâtre de rue. Et, et c'est reparti comme ça. Et comme on était les seuls à en faire, et que la France était quasiment la seule à en faire, et ben on a été dans le monde entier. On était invités partout, bien plus que la Comédie Française. Parce qu'on a fait du théâtre de rue partout. Quasiment partout. Moi, j'ai fait du théâtre de rue, place Tiananmen, sans aucune permission, hein, sans demander la permission de qui que ce soit. On est parti quand on a vu que les miliciens, la milice commençait à arriver. On est parti en courant parce qu'on est courageux, mais moyennement. Et non, mais je veux dire, on a joué dans le monde entier et il y a des signaux qui sont pareils partout. Pareil partout.
Donc, on peut jouer dans le monde entier. Il y a, je sais pas, en Corée, par exemple, il ne faut pas trop se toucher, il ne faut pas toucher les gens. Vous nous avez tous dit, attention, personne ne vous les touchez pas. Avec le coronavirus, on est revenu à ça. Non, non, je dis n'importe quoi. Si vous voulez, non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Allez, posez-moi des questions. Oui, du coup, si vous avez des questions, vous pouvez, vous me faites un petit signe, puis vous allumez votre micro, et puis allez-y, si vous avez plein de questions. Pas du tout de questions pour l'instant. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intriguent, des choses qui vous ont… Ah, si Héloïse, tu as une question? Allez, vas-y. Ouais. Désolée si le son est peut-être très mauvais, j'ai beaucoup de bruit derrière, mais je vais faire ma question rapidement. Vous disiez qu'il fallait souvent avoir un point central pour les impros, donc pas s'éparpiller sur plein d'idées, mais une idée centrale. Est-ce qu'on peut considérer dans ce cas-là que finalement, en général, on fait souvent une impro avec un thème. Alors, est-ce que le thème est finalement l'idée centrale et on devrait s'arrêter là et pas chercher beaucoup plus loin que ce thème? C'est pour le départ. C'est pour le départ. Au départ, il faut un thème pour le départ. Après, c'est comme un arbre. Après, il y a plein de branches, plein de racines. Mais le tronc, voilà, il faut le tronc. Quand vous avez le tronc, après, vous pouvez tricoter les racines, tricoter les branches, etc. Non, non, ça ne veut pas dire qu'on le fait. Mais il faut un tronc central simple, très simple. Après, on tricote. Non, non, non. Ça ne veut pas dire qu'on fait qu'une seule chose. Mais par exemple, quand je parlais du mariage, on cherche quelque chose. Mettons, tout le mariage, c'est plus où est le restaurant. Donc, ils vont demander, donc ils inventent un restaurant qui n'existe pas dans la ville de, je sais pas quoi, de Tours. Donc, ils cherchent à Tours un restaurant qui n'existe pas, bien entendu. On a regardé toute la liste des restaurants et on sait que celui-là, il n'existe pas. Et donc, ils vont demander aux gens, etc. Mais après, il y a plein de petites branches. Hein. La belle-mère, elle n'aime pas sa belle-fille parce qu'on n'a pas la même classe sociale, donc elle la méprise, donc elle l'engueule tout le temps, elle lui fait faire des… Ça, c'est les petites branches qui vont… Le tronc central, on doit chercher le restaurant, donc on se déplace et on est pressé. Hein. Le tronc central, c'est que la belle-mère, elle est radin, qu'elle ne veut rien payer. Hein. Et après, il y a plein de petites choses qu'on fait en cours de route. Chaque personne étant… La belle-fille, elle est très obsédée elle était très obsédée par le cul. Le mari, il était assez dadé. Chacun avait son caractère, donc chacun avait son obsession. Le marin, il ne pensait qu'à boire des coups, donc dès qu'il y avait un café, il s'arrêtait, il volait des boissons sur les… Je veux dire, et ça retardait tout le mariage. Enfin, après, chacun avait ses obsessions qui viennent se greffer sur le tronc central. Le tronc central, on cherche le restaurant au bon coin, et après, tout le reste, ça vient se… Voilà. Non, 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 bien sûr. Ben, sinon, ce serait chiant si on n'avait que ça à traiter. Non, non, non. Alors, un peu d'autres questions sur la rue, sur l'impro, sur les débuts de l'improvisation aussi en France, parce que aussi, sur le match d'improvisation. On a plein d'improvisateurs là. Vous n'avez pas des questions Alors moi j'ai encore une question du coup par rapport à l'improvisation dans la rue. Donc ce que vous dites c'est qu'en général, parce que moi j'avoue que je connais pas trop. J'habitais essentiellement à Paris, donc c'est vrai que je connaissais pas parce que je voyais pas ça du tout dans les rues. Et donc je suis assez… c'est ce que vous dites, ouais, je comprends mieux. Et donc je suis assez intriguée sur comment ça fonctionne finalement. Vous arrivez dans une rue, personne n'est au courant. Vous lancez une improvisation et comment ça évolue et comment ça se termine? Est-ce qu'à un moment on lève le chapeau et on dit tadam, c'était nous l'équipe d'impro de machin, ou est-ce qu'on s'en va et il y a des personnes qui vont croire du début à la fin qu'une scène s'est déroulée et que c'était peut-être la réalité? Comment ça se passe exactement? Il y a les deux. Il y a des improvisations qu'on fait où il n'y a pas d'explication. Par exemple, ce que j'appelle le point fixe qu'on a fait avec Quentin à Hanoï, c'est-à-dire il n'y a pas d'explication. C'est tout le public qui doit inventer. Et ça devient intéressant alors nous, en général, on s'en va quand, par exemple, on l'a fait à Besançon, on fixait le clocher de l'église Saint-Pierre
Et au bout d'un moment, les gens ont dit oui, il y a quelqu'un qui va se suicider, etc. Je ne sais pas pourquoi la rumeur est passée qu'on fixait ça parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait tenter un suicide. Donc, bien entendu, les flics sont arrivés, la Croix-Rouge, tout le monde est arrivé. Et là, nous, on est parti très discrètement. Je dirais, on est d'une lâcheté remarquable. Non, mais on ne veut pas se terminer au poste. Mais ça se termine en couille un peu, si vous voulez. On s'enfuit, on s'enfuit. Mais il y a d'autres théâtres de rue où non, ça se termine et on salue même. Par exemple, le mariage, souvent, ça se termine parce que le mariage, on fait des choses préparées. Le public ne le sait pas. Par exemple, la belle-mère, elle rentre dans un marchand de vaisselle, etc. Et elle casse la vaisselle. Alors, bien entendu, la veille, on a été voir le marchand, on a payé d'avance de la vaisselle, et donc je sors la vaisselle qui a été prévue, hein, et je la casse en montrant à la belle-fille qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi, quand la vaisselle n'est pas de qualité, elle se casse, etc. Et donc le public est scotché parce qu'il se dit mais pourquoi le commerçant ne dit rien, parce qu'on demande au commerçant de ne pas intervenir, de rester, etc. Et puis on prépare, en général, ça se termine dans un hôtel. Donc le marié monte à l'hôtel, se déshabille à la fenêtre. Après, il y a les autres mariés qui arrivent, ça se dispute, les vêtements tombent, ils sont plus ou moins à poil, etc. Et il y a un moment, on salue. C'est bien, mais ça faisait, en général, le mariage, comme il est complètement fou, ce mariage, ça fait un bon moment que le public a compris que c'était du théâtre. Hein. Nous, on aime bien que le public comprenne que c'est du théâtre, hein. Mais pas toujours. Pas toujours, on aime bien. On a des écueils dans ce genre de théâtre, dans la rue, c'est qu'il ne faut pas passer pour des hôpitaux psychiatriques, quoi. Il ne faut pas que les gens se disent c'est des malades mentaux. Ça, c'est très important. Donc, faire très attention de se dire c'est pas des malades mentaux et c'est pas des clowns. Voilà, il faut que c'est les deux écueils auxquels il faut faire attention. Il faut que ni on passe pour des clowns. C'est pour ça qu'il y a le corset. Hein, il faut qu'on soit crédible et pas des malades mentaux non plus. Donc après, bah, il y a plein de façons de faire comprendre au public que c'est du théâtre. Hein. Nous, on aime bien qu'ils comprennent que c'est du théâtre, mais pas tout, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on fait, mais ça dépend de ce qu'on fait. Mais nous, on aime bien que le public comprenne que c'est du théâtre. Oui, 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 oui. Et il y a plein de façons, ne serait-ce qu'en saluant. Hein. C'est la façon la plus bêtasse de faire comprendre que c'est du théâtre. En général, quand on le fait, ils le savent depuis un bon moment hein, que c'est du théâtre. Alors oui, on a Florine en bas qui a une… Enfin oui, Florine, je ne sais pas si… Ouais, qui a une question. Allez, vas-y Florine. Du coup, moi, pareil, j'ai jamais vu de théâtre de rue comme j'étais principalement à Paris quand j'étais en France. Et du coup, je me demande si le public, il vous suit. Parce que ça a l'air d'être, par exemple, pour le mariage, ça a l'air d'être une sorte vous déambulez dans la ville, vous continuez à avancer. Donc, est-ce que les gens sont assez rapides à capter que c'est du théâtre? Bon, s'ils étaient en train de manger dans le restaurant, peut-être qu'ils vont finir. Mais est-ce qu'ils vous suivent quand même dans toute cette histoire ou est-ce que c'est plutôt c'est vous comment dire, qui avez un public différent à chaque zone où vous arrivez dans la ville? C'est-à-dire que là, quand on joue le mariage, on donne rendez-vous à tout le public à la mairie. Ça commence à la vraie mairie avec le vrai maire. Mais il y a un rendez-vous. Donc, il y a déjà 300 ou 400 personnes qui sont à la mairie et après qui nous suivent partout. Et après, il y a du public qui s'amalgame parce qu'ils comprennent que c'est du théâtre. Rien que le fait qu'il y ait 300 personnes qui nous suivent, c'est très simple. Hein. Ça, c'est la configuration la plus simple. Il y a un point de rendez-vous et après, les gens nous suivent. Mais il y a plein de choses qu'on fait sans aucun point de rendez-vous. Et donc là, c'est plus compliqué. Par exemple, l'armée de l'art, on ne le fait plus hein, parce qu'il y a eu trop d'attentats et tout, mais c'était sans prévenir. Et donc, y compris les flics. Donc, on rentrait dans les gendarmeries, on faisait des conneries et les flics ne savaient pas quoi faire parce qu'ils se demandaient qu'est-ce que faisaient ces soldats dans leur… Nous, on aime bien transgresser aussi les interdits. Hein. On adore ça. Et je dois dire en passant qu'il ne faut pas avoir peur. Dans la rue, dans l'impro non plus, il ne faut pas avoir peur, mais dans la rue, on est quand même
fragile dans la rue parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas les chiens, on ne maîtrise pas les enfants, on ne maîtrise pas les hommes qui sont sous, les hommes ou les femmes, mais en général c'est des hommes qui sont sous, on ne maîtrise pas les voitures, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc on est quand même fragile, on est en danger, mais il ne faut pas avoir peur. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Il y a beaucoup de spectacles qu'on fait sans prévenir personne, sans prévenir. Quand je vous dis l'intervention Place Tiananmen, on n'avait prévenu personne. C'était le 14 juillet. Donc on s'est dit, on va fêter le 14 juillet. Donc on est allé Place Tiananmen, on avait un petit train mécanique, on avait un orchestre, on a mis le petit train au plein milieu de la place, et il y avait l'orchestre qui jouait. Et là, au bout de, je sais pas, 10 minutes, il y avait 5000 personnes autour du petit train et de nous. Et voilà, et ça, nous, on adore ça, quand c'est quelque chose qui surgit et que rien n'a prévenu le public, et peut-être même il ne saura jamais ce qui s'est passé. Ils ont quand même compris qu'on était français, puisqu'on parlait en français, hein, on ne parlait pas chinois, et on aurait pu, hein, mais on ne parlait pas chinois à ce moment-là. Et ils rentrent chez eux, ils ont vu quelque chose que des gens osent, Place Tiananmen, rien que ça, ose Place Tiananmen faire quelque chose sans aucune permission, c'est déjà énorme. C'est comme, je vous parlais de l'action qu'on a fait à Besançon là, au mois de mai, où on était 200 artistes à faire ce que je vous ai dit, cet acte où c'était enterrer les morts, réveiller les vivants. Rien que le fait que, alors qu'il y avait interdiction totale de faire des choses dans la rue, qu'il y ait 200 personnes qui agissent face du théâtre sans rien demander à qui que ce soit, c'était déjà un acte politique fort. C'était, on ne vous reconnaît pas, on ne reconnaît pas ce genre de règles, on produit de la beauté malgré vous. Déjà, ça raconte quelque chose. Il faut savoir que rien que ce genre d'acte raconte quelque chose par le fait même qu'on le fasse. Vous voyez ce que je veux dire. Et non, mais parfois, ça s'est mal terminé pour nous. Hein. Ça ne se termine pas toujours très bien. Hein. Ça se termine souvent chez les flics. Hein. Ça se termine même en Pologne, ça se termine par la fuite de nuit par la forêt, hein, parce qu'on a été un peu trop loin. Mais bon, il ne faut pas avoir peur. On est souvent, surtout, de plus en plus, on est complètement bouffé par la peur parce que tout le monde nous terrorise pour tout. Là, en ce moment, bah, là, ça atteint des sommets hein, parce que c'est la sécurité de tous les coins. Hein. C'est la sécurité partout. Et ben, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Je veux dire, des accidents de voiture, on en risque tout le temps. Embrasser quelqu'un, oui, ben, on risque. Ben, voilà. Bon. Moi, j'en ai rien à foutre. Non, je veux dire, je calcule mes risques et celui-là, il est petit. Il est petit. Et non, mais je ne dis pas que j'embrasse le public. Hein. On n'a pas embrassé le public la dernière fois. Et quand on a fait cet acte à Besançon, on était éloignés les uns des autres. Hein. On n'était pas proches. Et on avait quand même respecté les distances réglementaires et tout. Mais on n'a demandé aucune permission. Et ça s'est terminé par les flics, bien entendu, qui nous ont mis une amende de 135 €. C'est pas cher payé, ça va. Oui, vas-y. Ouais, je voudrais savoir comment vous gérez parfois l'intervention du public, parce que j'imagine qu'il y a peut-être des citoyens responsables qui se disent tiens, qu'est-ce qu'elle fait cette vieille? Elle casse la vaisselle, je vais l'empêcher ou quoi Oui, que ce bien soit. sûr. Donc, alors comment Oui. vous gérez ça? Ça, moi je suis une grande gueule. Hein. Je veux dire, il va s'en prendre plein la tronche s'il s'attaque à moi. Hein. Donc, non, mais de toute façon, c'est très variable, ça dépend. Je vous dis, ça se termine souvent chez les flics, hein, très souvent, mais ça ne nous fait pas peur. Je veux dire, les flics, ils ne savent pas trop. Je veux dire, je vais vous raconter un truc. On faisait une grande manif contre la réforme de la retraite, il y a de ça 10 ans, chose comme ça. Et Ariane Mouskine, qui fait souvent des interventions dans les manifs, nous avait demandé d'intervenir. Parce qu'elle faisait ses grandes marionnettes, vous savez, qu'on voit voilà, sur la liberté attaquée par, etc. Et elle nous a dit, parce que nous, on la connaît bien, Ariane, et elle nous a dit, allez, venez avec moi, faites quelque chose. Donc nous, on s'était mis en personnes très âgées et on insultait tout le monde dans la manif. On insultait feignant, feignasse, vous n'avez rien fait. Enfin, on prenait un peu des risques, mais pas trop. Les manifestants comprenaient que c'était de la rigolade.
Donc, on s'était mis sur le côté et on insultait les manifestants. Et on les ridiculisait, etc. Donc, voilà, donc ils étaient, je ne sais pas, 20 000, 30 000, etc. Puis, au bout d'un moment, ils s'étaient tous passés. Ils allaient vers la Bastille ou Nation, je ne sais plus. Et puis, on s'est retrouvés tout seuls. Et qui c'est qu'il y avait enfin, mais il n'y avait que des CRS. Donc, on s'est retrouvés, on était 5, hein, 5 vieux, vraiment vieux, mais vieux visible qu'on n'était pas vieux. Hein, enfin, et pas si vieux. Et on s'est retrouvés, on s'est retournés. Et là, on avait les CRS, les camions anti-manif, tous les machins, etc. Et on a dit, allez, on ne bouge pas, on les empêche. Donc, à 5, on les a bloqués, vraiment complètement bloqués. Donc, on discutait avec eux. Je disais, oh, gamin, tu ne vas pas m'emmerder. Hein. Je veux dire, des manifs, j'en ai fait toute ma vie. Ce n'est pas toi qui vas venir m'emmerder. Donc, voilà, et ils n'osaient pas nous toucher parce qu'il y avait encore un peu de public sur les côtés. Et donc, toucher des vieux, ce n'est pas terrible, tu vois. Même si c'est des faux vieux. Comme c'était pas sûr qu'on soit faux, vrai, etc., et qu'il y avait encore du public sur les côtés, ils n'osaient pas trop. Puis à un moment, ils n'en pouvaient plus, parce que toute la manif était partie, ils étaient complètement bloqués. Et ils sont venus me voir, ils ont dit, allez, madame, soyez gentille, poussez-vous sur le trottoir, qu'on puisse passer. Mais ils m'ont parlé comme une vieille de 90 ans. C'était il y a 10 ans, j'avais que 66 ans à ce moment-là. Donc j'étais vieille, mais pas si vieille que ça. Et il faut savoir aussi composer avec la réalité. Et la réalité, c'est que les flics n'étaient pas sûrs qu'on n'était pas des vrais vieux et bousculer. À mon avis, maintenant, ils le feraient. Mais il y a 10 ans, ils ne le faisaient pas. Il y a 10 ans, ils n'auraient pas osé bousculer. Enfin, la preuve, c'est qu'ils n'ont pas osé nous bousculer. Donc, ça se termine parfois bien, parfois pas bien, mais ce n'est pas très, très grave. Et du public qui intervient, en fait, c'est très rare. Le public qui intervient parce qu'on est plus fort qu'eux. On est plus fort qu'eux. J'ai une autre histoire aussi. Donc, je faisais un atelier de théâtre à main nue au Chili. Et je commence mon atelier en disant, voilà, il ne faut pas avoir peur, on est plus fort que tout. Quand on est très concentré dans la rue, on est plus fort que tout. Et les élèves, ils m'ont pris au mot, j'étais dans la merde. Ils m'ont dit, ben oui, il y a une très grande manif mercredi, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, putain, qu'est-ce que je leur ai pas dit? Je leur ai dit qu'on était plus fort que les militaires, plus fort. Mais au Chili, c'est pas de la rigolade, hein, les militaires. Et puis, finalement, on a cherché. J'ai dit, ben voilà, je leur ai dit qu'on était plus fort pour le faire. Donc, on a dit, bon, ben, on va faire une pancarte. Et si on essayait la tendresse? Et donc, on avait des codes, etc. Parce qu'il faut des codes hein, pour que personne ne comprenne ce qu'on va faire. Dans la rue, on a toujours des codes. Hein. Fraîcheur, ça veut dire qu'il faut être en ligne. Galop, ça veut dire qu'il faut s'enfuir. C'est des mots qu'on a pour nous qui déclenchent des actions que ni le public ni les flics ne sachent ce qu'on est en train de faire, hein, ce qu'on prévoit, pour ne pas se faire arrêter. Donc là, on avait prévu plein de codes et on a dit, ben voilà, on va faire la fameuse photo de place Tiananmen. On va se mettre devant les chars. C'est pas de la rigolade, les chars au Chili. Hein. Les chars, ils tirent des gaz lacrymogènes, mais avec des chars, ils tirent des gaz lacrymogènes. Hein. Ce n'est pas des petits machins, boum, c'est carrément ça. Et y en a, et leur jet d'eau, c'est de jet d'eau avec de l'acide dessus. Hein. Donc, tout le monde nous avait dit, les femmes enceintes ne peuvent pas y aller parce qu'elles vont avorter immédiatement tellement les gaz lacrymogènes sont puissants. Il faut pouvoir courir, etc. Donc, on était 25. On est rentré sur la place la plus importante où il y avait tout. On était violés tellement il y avait de gaz lacrymogène. Et on s'est mis à genoux devant les chars qui étaient chargés, hein, ces chars. Et on a déployé la banderole. Et j'avais dit à mes élèves, si vous êtes très concentrés, vous serez plus fort qu'eux, ils ne pourront rien faire. Effectivement, ils n'ont rien fait du tout. Et il y a un moment, on a vu un char vaguement bouger. Il y en avait un qui devait les surveiller dans les 25. Là. Il a dit un mot, je ne sais plus quoi, et nous, on s'est enfuis. Voilà. Mais je voulais leur montrer qu'il ne fallait pas avoir peur et que quand on était très concentré et qu'on était sûr de ce qu'on faisait, on est plus fort que les flics. Mais je le crois vraiment. Mais il faut être très, 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 très concentré. Hein. Concentré plus. Héloïse, tu avais une question encore, c'est ça? Ouais, oui. Et après, Blanche. Ouais. Pardon. Est-ce que vous arrivez à ramener du fantastique dans le théâtre de rue?
ben, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai. Et donnez-nous quelques exemples, du coup, on a trop envie de savoir. Parce que c'est pour ça que je vous dis que j'aime beaucoup Murakami, parce que Murakami, il fait du quotidien, puis tout d'un coup, il y a du fantastique qui arrive. C'est pas tellement, nous, on en fait. Attendez, je réfléchis. On en fait assez peu du fantastique. On fait du décalé, non, du fantastique, dont je dis que oui, mais non, non, on le fait dans des spectacles, mais pas des théâtres de rue à main nue improvisés. Le fantastique, ça s'improvise pas. Hein. Attendez, je réfléchis. Ou simplement peut-être essayer de ramener une ambiance un peu surnaturelle à certains événements qui mettent en doute, qui fait douter les autres. Ouais. Oui, j'ai bien compris la question, mais non, je ne crois pas qu'on le fasse. Je ne crois pas qu'on soit. On n'y a même pas trop pensé, à dire vrai. Mais c'est un truc auquel il faudrait qu'on pense, effectivement. Si je puis me permettre, la performance de Besançon que j'ai pu voir, vous pouvez aussi consulter sur YouTube. On mettra aussi dans lien. Ça s'appelle Enterrer les morts, réveiller les vivants. Ça dure 5 minutes. Vous pouvez regarder. Et il y a, selon moi, mais après tout dépend des interprétations du public, mais il y a un côté fantastique dedans. En tout cas, dans la vidéo, il y a un côté mystique et quelque chose de puissant qui se dégage qu'on pourrait assimiler à des moments au fantastique. Enfin, je ne sais pas si peut-être que… Alors, l'acte 1, je peux vous dire comment on l'a préparé. Donc, moi, j'avais proposé un scénario. On m'a dit non, il n'est pas terrible. Donc, on a tous discuté en gros groupe. On était un gros groupe. Après, on a discuté en groupe plus petit, une quinzaine de personnes qui ont amendé mon scénario. Voilà. Je suis retourné devant un groupe. On était 5, en fait, à s'occuper du scénario final, qui m'ont dit non, il y a enterrer les morts, c'est bien, mais il n'y a pas réveiller les vivants, il faut ajouter quelque chose. Voilà, enfin, on a amendé, et après on a écrit un scénario extrêmement précis, et on a dit aux gens qui voulaient participer qu'ils devaient se conformer, parce qu'il n'y avait aucune répétition, c'était impossible de répéter, donc où que ce soit, c'était impossible. Donc on a dit vous venez en noir, vous amenez un sac de farine et vous suivez exactement le scénario. Donc, il y avait des déclencheurs visuels ou des déclencheurs de musique. Et les gens devaient suivre exactement ce qui se passait. Et c'était très, très recueilli et un peu une atmosphère fantastique, effectivement. Et c'est bien parce que c'est un truc qu'on a fait à l'arrache, sans aucune répète. Il y avait la moitié des gens, je ne les connaissais pas. Mais les consignes étaient très, 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 très claires. Ça serait pas mal que vous le regardiez parce que vous verrez il y a un seul thème, c'est enterrer les morts, enfin 2 thèmes, hein, enterrer les morts, réveiller les vivants. Hein, il y a 2 thèmes, c'est tout, mais qui se répondent. Hein. Et puis là, le corset lié, on était tous corsetés, tous très stricts, pas de pitrerie, C'était impossible de croire qu'on était hôpital psychiatrique, nous qu'on était des clowns. Hein. C'était impossible. Et ça, vous verrez, ça raconte. Et ce qui pour moi était politique, c'est qu'on a fait ça sans rien demander à qui que ce soit, alors qu'on était en plein période où il était formellement interdit de se rassembler à plus de 10 personnes dans une ville. Et là, on était 200. Mais nous, on veut pas suivre tout. On dit que la désobéissance, c'est très important. Il faut être désobéissant parce qu'il y a des ordres qui sont d'une crétinerie crasse. Donc, il y a des… Non, on n'est pas anarchiste, on n'est pas pour être contre tout, mais il y a des choses contre lesquelles il faut être. Voilà, j'entends plus rien. J'ai pas remis mon micro, pardon. Il y a Blandine qui a une question aussi. Oui, vas-y. Je voulais revenir à l'impro et je voulais savoir si vous aviez remarqué des évolutions, des changements entre l'impro d'hier et l'impro d'aujourd'hui, ou bien des différences entre l'impro au Québec, par exemple, et l'impro en Europe. Et auquel cas, est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui, qui étaient faites hier, qui ne sont plus, ou dans d'autres pays? Voilà. Mais moi, ça fait longtemps que j'en fais plus. Hein. J'en ai fait pendant très longtemps au Bataclan. Hein, on connaissait très très bien le Bataclan. Ce que nous, par exemple, moi, j'ai abandonné parce qu'au bout d'un moment, je tournais en rond. Comment dire? J'avais des petits trucs. Tout le monde a ça. Hein, tous les improvisateurs ont ça au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'ils ont leur dada, leur truc qui revient tout le temps et on n'évolue plus. Et moi, j'ai arrêté parce que ça m'ennuyait.
Mais est-ce que ça a beaucoup changé? Je ne sais pas. Non, ce que nous, on admirait chez les Québécois, je ne sais pas si c'est encore vrai, hein, c'est qu'ils flyaient très vite. C'est-à-dire que en partant du quotidien, de choses simples, quotidiennes, tout d'un coup, boum, ça s'envolait effectivement vers le fantastique, vers le surnaturel, vers le truc impossible. Et nous, on y arrive, on a mis très très longtemps à y arriver. Ça ne faisait pas partie de nos systèmes de pensée. On était trop cartésiens. Nous, il fallait toujours qu'il y ait une explication, alors que les Québécois, ils sont capables de faire boum, flyer, vous comprenez, voler. Et eux, ils sont très très capables de faire ça. Alors, je ne sais pas si c'est dû au caractère québécois, aucune idée, ou à la façon dont ils travaillaient, je ne sais pas du tout. Mais eux flyaient très très vite et nous pas du tout. L'éducation anglo-saxonne, mes enfants sont en école anglaise, l'éducation anglo-saxonne est très différente de l'éducation. Oui, je pense qu'ils sont plus proches de l'absurde que nous. Ouais, ils sont plus familiers de l'absurde que nous. Nous, il faut toujours que ce soit logique, expliqué et tout. Et c'est pas bien pour l'impro. L'impro, il faut qu'elle reste vraiment libre. Il faut qu'elle puisse aller n'importe où, l'impro. N'importe où, n'importe où. À condition qu'elle ait une base réelle. Toujours. Le tronc, il doit être réel. Après, fouf. Mais il faut qu'il y ait une base réelle. Ah, moi, c'est arrêté. Non, ça va? Oui, on t'entend encore. On est là. Ah bon, moi, je vois plus rien, mais c'est pas grave. Tu vois plus rien? Bah, moi, je te vois encore et je vois tout le monde. Moi, très bien. Tout le monde, vous me voyez. Ça... Est-ce qu'on aurait une dernière… Alors, juste pour information, dans le chat, je vous ai mis le lien pour voir donc, la dernière intervention à Besançon pour les personnes du Zoom et pour les gens qui nous regardent en fait sur le site internet. On va le mettre aussi après. En fait, tout ce workshop est enregistré et ce sera en lien sur le site internet et je vous mettrai aussi les liens des spectacles dont nous a parlé Hervé. Est-ce qu'on aurait une dernière question? Parce que là, on est en… On peut mettre le lien aussi sur le film d'Olivier Stéphane que je t'ai envoyé. Oui, tout à fait. Donc, maintenant, on peut le regarder librement et il est sur YouTube aussi. Oui, ben ce lien-là que Hervé m'a envoyé, c'est un film de 52 minutes, donc sur le théâtre de l'Unité. Voilà. C'est ça. Donc le théâtre de l'Unité, juste pour c'est la compagnie leur compagnie de rue. Est-ce que vous avez une dernière question? Parce qu'après, on va devoir s'arrêter là. Désolé, c'est un peu court, mais voilà, on fait partie d'un festival, donc on aura des choses qui vont commencer après. Est-ce que vous avez une dernière question à poser à Hervé? Une préoccupation? Quelque chose que… Sinon, moi, j'en ai une. Voilà, donc c'est moi qui vais la poser. Donc, en fait, ma question, c'est… Puisque souvent, tu reviens toujours à cette idée-là, on a fait quelque chose, un acte politique. Donc, du coup, le choix des spectacles, en fait, est-ce qu'il part systématiquement de quelque chose qu'on veut dire, de quelque chose qu'on veut politiquement porter face au public, ou est-ce que… Oui, toujours. Mais politiquement, c'est large. Hein. Ce n'est pas un parti politique hein, du tout. Mais par exemple, jouer sans demander la permission à Besançon au moment où tout est confiné, c'est politique. C'est dire vos lois, on vous emmerde. C'est politique pour moi. Hein. Je veux dire, il y a que les femmes prennent la parole, c'est politique. Voilà, je veux dire, c'est au sens large quand je dis politique. Mais oui, ça a toujours un sens, hein, ce que j'ai dit. Hein. Le quoi pour nous est déterminant. On doit toujours savoir ce qu'on veut dire. Mais parfois, on le sait après, une fois qu'on l'a fait. Hein. C'est pas forcément le mécanisme je réfléchis à ce que je vais dire et je fais. Non, souvent on a des idées et puis après on se dit ah ben voilà ça veut dire ça. Oui, ça va dans les deux sens. Hein. C'est soit oui. Du coup, tu peux partir quand même à des moments où vous allez vous rencontrer. Et ok, bon, en fait, je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est l'idée politique, mais j'ai eu cette idée-là. Et après, cette idée-là. Voilà. J'ai cette image, j'ai eu cette idée-là, et finalement, ça racontera quelque chose. Mais c'est pas, il peut y avoir les deux. Soit c'est une idée qui nous donne des images, enfin une idée, un propos politique au sens très large, hein, politique. Un propos politique qui nous déclenche quelque chose, ou c'est au contraire une idée, une image. Parfois, c'est une image. Par exemple, la mariée toute seule, c'était une image, c'était elle toute seule. Et puis après, on a vu qu'on pouvait raconter énormément de choses de la famille, de la société, etc., à travers la mariée toute seule.
Et donc, vous voyez, tu vois, ça va dans les deux sens. Mmh. Mais c'est vrai que ça a toujours un sens. Nous, on ne fait jamais rien qui n'ait pas de sens du tout. Non, ça a toujours un sens. Et C'est même. Oui. Oui. Non, Non, je veux dire, c'est même mieux pour l'esprit quand tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu vas plus loin. Je partage totalement. Qu'il faut qu'il y ait toujours un sens. Mais justement, à des moments, je vais revenir un tout petit peu sur l'improvisation, le match d'improvisation. Du coup, de temps en temps aussi, dans le match d'improvisation, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais le but est différent. Et alors, je reviens parce qu'en fait, on a aussi des questions qui nous viennent par d'autres biais, qui sont pas des gens qu'on a sur Zoom. Et c'est la question de, puisque je pense que c'est en entendant que tu as fait beaucoup de choses différentes, est-ce que effectivement tu confirmes cette notion que un bon improvisateur, en tant que bon improvisateur, on doit justement s'intéresser à beaucoup de choses, à beaucoup de formes d'art, et donc s'ouvrir au maximum et expérimenter au maximum pour réussir à bien improviser. Je suppose. Oui. On peut être ignare en théâtre, mais c'est mieux si on n'est pas ignare. C'est mieux si on connaît l'histoire du théâtre. C'est mieux si on connaît toutes les techniques du théâtre, y compris les techniques qui nous sont totalement étrangères, comme le no, le kabuki, etc. Parce que ça peut enrichir, ça enrichit notre vie tout court, mais ça peut enrichir aussi énormément la façon dont on fait du théâtre de rue et du théâtre d'impro. Parce que dans le théâtre d'impro, il y a à la manière d'eux. Si vous ne connaissez pas vraiment bien le théâtre no, vous allez faire un cliché, on va faire un cliché inintéressant. Si on le connaît, on va pouvoir faire quelque chose à la manière du théâtre no et qui soit vraiment beau à regarder et intéressant. Sinon, on passe dans le cliché, quoi, avec les voix japonaises que je ne sais pas faire. Mais... non, mais il y en a qui savent le faire. Non, je veux dire, mais dans les matchs d'impro, quelquefois, ça arrive quand même pas mal souvent, l'envie de faire rire passe au-dessus du propos. C'est souvent le cas, hein, moi je le sais, hein. Mais c'est ce qu'on reprochait aux Belges quand dans ce fameux... ils étaient prêts à faire rire à partir de n'importe quoi, mais ils ne faisaient pas avancer l'impro une seconde. Et c'est un peu dommage. C'est bien, hein, c'est rigolo, on aime tous rire, hein, mais c'est aux dépens du propos, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Et plus votre valise est pleine, plus ça va être riche, hein. Il faut que la valise soit très pleine, hein. Donc, il faut voir, y compris des trucs nuls, y compris des spectacles nuls. C'est enrichissant aussi, les spectacles nuls. De ce côté-là, détends-toi, j'en vois énormément. Et il faut que ta valise soit pleine. Ton matériau, c'est toi. Ton matériau, c'est toi. Si ton cerveau il est vide ou que tu n'as vu que, je sais pas quoi, que des matchs d'impro dans ta vie, t'as jamais vu un Sophocle, t'as jamais vu un Euripide, t'as jamais vu une pièce d'Ostermeyer, etc. C'est moins bien. Tu peux, mais c'est moins bien. C'est moins riche. On peut être bête au théâtre, mais c'est moins bien. Et alors, du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé c'est ma dernière question, parce que là, après, il va falloir vraiment là, on me fait signe, il va falloir arrêter. Mais du coup, est-ce que c'est déjà arrivé pendant un match d'impro d'avoir un acte politique que toi, tu considérais comme politique? Donc, j'entends au sens large. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote ou quelque chose? Je cherche. Oui, je sais que je l'ai fait. C'est-à-dire, on s'arrête de jouer et là, mais j'arrive pas à retrouver d'exemple. J'arrive pas à retrouver là. Tu me prends de court. Désolé. Je sais que je l'ai fait. Je sais que je l'ai fait où j'ai cassé complètement une impro et j'ai fait quelque chose, mais je me souviens plus. Ça me revient pas. Je suis vieille, tu sais. Ah oui. Alors, du coup, si ça te revient, tu me l'enverras, puis on le fera passer à tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, comme quoi, c'est possible parce que c'est quelque chose souvent où de plus en plus, en tout cas moi, comment je ressens les choses, où en match d'improvisation, on sépare déjà le match, c'est d'un côté, l'impro spectacle, c'est de l'autre, le cabaret, c'est de l'autre, puis après les multiples formes, puis il y a le théâtre d'un côté, l'impro de l'autre. Là, ce que tu nous montres, selon moi, c'est que, en fait, tout ça, c'est tout mélangé. Et c'est un peu tout la même chose aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais du coup aussi, cette chose-là, voilà, on peut être politique dans un match d'improvisation aussi. Donc, on peut amener du coup… ça y est, ça me revient. Ça me revient. Je te le redis. Voilà. Donc, c'était…
j'ai voulu montrer au public comment on pouvait manipuler le public d'une manière lamentable. Donc, j'expliquais que c'était que l'amour, c'était pas ça qui menait le monde, que c'était la haine, que ça faisait du bien de s'engueuler, de se taper dessus, etc. Et je demandais à quelqu'un du public, du vrai public, de taper quelqu'un d'autre, de le taper. Et il le faisait. Et après, je m'engueulais en disant, mais vous vous rendez compte, c'est parce que je vous le demande que vous le faites. Mais c'est ça le début du nazisme. Vous ne voyez pas ça? Que je vous ai totalement manipulé et que vous avez fait, par gentillesse, pour me faire plaisir, vous avez fait quelque chose d'horrible, simplement parce que je vous l'ai demandé. Voilà, c'était juste une démonstration comment on peut manipuler et comment ça mène à des trucs horribles. Eh ben, joli, merci Hervé, jolie anecdote pour finir. Donc, vous avez entendu, chers improvisateurs, vous pouvez essayer de manipuler votre public et nous donner des idées. Manipuler le public, c'est très très facile. Hein. Ça, alors là, tout dépend ce que l'on fait. Voilà. Voilà, alors essayez juste de manipuler dans le bon sens, hein, pour faire dans quelque chose de bienveillant, en tout cas, pour au moins leur apprendre quelque chose. En tout cas, merci beaucoup Hervé. Désolé, c'est un peu court. Merci à vous. Voilà, merci à tous ceux qui ont participé. Et c'est vraiment une chance pour nous, hein, que tu sois connecté. Une chance qu'on ait aussi tout ce monde-là qui ait voulu participer à ce workshop. Pour